Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 10h30 et il est temps de commencer ce webinaire sur la thématique Mettre le handicap en mots. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreux. Je me présente, je m'appelle Joseph Layani. Je dirige le cabinet AD Conseil qui est spécialisé dans les questions de santé et de qualité de vie au travail. Nous intervenons notamment sur les questions d'emploi, de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et j'expliquerai à plusieurs titres le lien entre les aspects préventifs et les aspects curatifs qui nous intéressent aujourd'hui. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et au titre de nos engagements d'entreprise sociale et solidaire. Alors, pourquoi cette thématique, mettre le handicap en mots quand on a choisi de s'exprimer sur ce sujet, on est parti d'un constat, celui qu'on fait tous les ans à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qu'on est dans une communication, dans un registre de communication sur le handicap qui est souvent assez positiviste, assez stéréotypé, qui ne prend pas forcément en considération la complexité, la profondeur des problématiques que suscite le handicap au travail. On a donc souhaité, à l'occasion de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, tout au long de la semaine, et pas seulement pendant ce webinaire, revenir sur cette question, redonner du sens à la notion de handicap, s'autoriser à parler des difficultés qui sont liées aux situations de handicap, et comprendre les mécanismes qui nous amènent, malgré tout, encore aujourd'hui, à porter un regard négatif, gêné, parfois en difficulté sur ces situations de handicap. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de partager un discours de vérité pour mettre des mots sur ce qui nous empêche de parler du handicap, pour apprendre à objectiver et à qualifier le handicap. Il y a une grande question qui revient souvent lors de l'insertion, du maintien dans l'emploi ou du retour à l'emploi d'une personne en situation de handicap, c'est euh, que peut et que ne peut pas faire une personne en situation de handicap. Et sur cette question, nous allons longuement revenir. On va parler aussi des enjeux de sensibilisation, comment faire en sorte que le débat autour du handicap au travail, et notamment autour de situations de handicap complexes comme la déficience psychique, se libère, se banalise dans le bon sens du terme, euh, pour rentrer dans un paradigme qui tienne mieux compte des questions de santé au travail au quotidien. Alors, simplement quelques précisions d'ordre technique. Le webinaire sera enregistré, il sera disponible en replay. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Si je n'y réponds pas, je prendrai un temps en fin de webinaire pour répondre à certaines questions résiduelles. Et les questions qui ne seront pas directement traitées à l'oral feront l'objet d'une petite réponse à l'écrit. Le webinaire sera ensuite rendu disponible sur notre site web. Vous recevrez le lien de rediffusion et le replay comportera une transcription. J'ai vu une question sur le chat à ce propos. Bien, alors, je vous propose, avant justement de commencer à rentrer dans des aspects techniques sur la façon d'objectiver, de parler du handicap, de revenir sur des éléments qui expliquent les représentations qui sous-tendent la notion de handicap aujourd'hui, notamment dans l'espace de travail, dans la culture du travail française. J'ai choisi ce terme de charitable et je voudrais prendre un petit peu le temps d'expliquer pourquoi nous portons encore un regard charitable sur le handicap. Qu'est-ce que ça signifie un regard charitable? Ça signifie que dans nos représentations, dans nos perceptions, nous pensons encore, nous percevons encore le fait qu'il existe une population valide et une population en situation de handicap qui est fragilisée et que nous devons, quand je dis nous, valide, que nous sommes astreints à un devoir de charité, d'accompagnement vis-à-vis de cette population. Les faits sont tout autres
il existe une population générale qui est en plus ou moins bonne santé à un moment donné de son parcours de vie. Et le fait d'œuvrer en faveur des personnes en situation de handicap n'est pas forcément à motiver par le fait d'un devoir de charité. C'est quelque chose qui vise à construire un environnement de travail et un cadre de vie qui permettent justement à tout un chacun de vivre au mieux avec une problématique de santé. Alors, d'où il nous vient ce regard charitable sur le handicap et quelles en sont les conséquences? C'est intéressant de revenir un petit peu à la construction historique de cette notion de handicap. Alors, si on part assez loin lors de l'Antiquité ou du Moyen Âge, on se rend compte que dans l'ensemble des cultures où on a des traces du traitement réservé aux personnes en situation de handicap, on n'apporte aucune explication objective jusqu'à la fin du Moyen Âge sur les causes du handicap. Le handicap est toujours lié à des causes mystiques, divines, liées aux esprits, liées au diable, liées à Dieu. On ne considère pas les personnes en situation de handicap comme des personnes qui sont objectivement malades. Un nouveau-né porteur de handicap, c'est quelque chose qui est perçu comme un signal d'avertissement ou une punition. C'est le cas des épidémies, c'est le cas de certaines pathologies. Vous avez une petite miniature de médecin allemand qui trépanne une personne épileptique au Moyen-Âge, dans la mesure où on pensait que ces personnes étaient habitées par les dieux. On a finalement quelque chose d'assez universel dans ce traitement réservé aux personnes en situation de handicap qui est plus ou moins favorable selon les cultures, mais qui est dans tous les cas sous-tendu par des causes mystiques et religieuses. En Europe en particulier, et en France également, en France a fortiori, il y a également un autre phénomène qui est important de souligner. Dans les représentations, jusqu'à la fin du Moyen Âge, on ne dissocie pas, on ne perçoit pas différemment la notion de pauvreté, la notion de marginalité et la notion d'état de santé dégradé. Tout ça, ça forme un tout dans nos esprits. On parle d'ailleurs, pour désigner cette population marginale, on parle de gueux ou de gueusailles. Les gueux, ce sont la plupart du temps des personnes qui ne dépendent plus d'un seigneur, qui sont jetées sur les routes par les grandes épidémies, les grands conflits armés, qui se retrouvent en situation de mendicité, souvent dans un état de santé dégradé dans les villes, et vis-à-vis de qui la population, on va dire plus aisée, a un devoir religieux de charité. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui encore, dans notre façon de nous exprimer, pour plaindre quelqu'un, on dit « le pauvre ». C'est une trace, c'est un résidu de cette association entre la notion de pauvreté et la notion de fragilité. Et cette intrication entre marginalité, entre pauvreté, entre situation de handicap, on en garde des traces aujourd'hui encore dans notre culture. Alors, on commence à objectiver le handicap et à l'aborder de façon un peu plus rationnelle, comme beaucoup d'autres sujets de société à la Renaissance. On se débarrasse petit à petit de l'explication mystique, religieuse qu'on porte sur toute chose. On commence à décrire, à taxinomiser, à mettre en œuvre des démarches expérimentales. Et ce qui concerne le traitement du handicap en société, il va connaître une très progressive amélioration et cette amélioration, elle explique dans sa chronologie les représentations d'aujourd'hui. On commence à s'intéresser en premier lieu aux déficiences physiques qui sont objectives, qui sont carrées, qui sont plus faciles à compenser et on rentre dans une perspective qui est plus charitable, qui est une perspective utilitaire, pragmatique. Là, vous avez une gravure d'Ambroise Paré, chirurgien du roi, qui au XVIIe siècle est motivé par le fait de remettre au travail des champs des personnes en situation de handicap, notamment des mutilés de guerre. Donc, il invente des prothèses qui, contrairement aux prothèses
qu'on conçoit depuis l'Antiquité. Ce n'est pas une innovation, la prothèse, mais ces prothèses sont pensées pour permettre d'accomplir des gestes professionnels. On est dans une perspective utilitaire, pragmatique. Près d'un siècle plus tard, oui, en effet, vous ne voyez pas mes petites gravures. Voilà. Près d'un siècle plus tard, c'est l'abbé de l'Épée qui aura un petit peu cette même démarche. Lui posera un postulat qui est à l'époque révolutionnaire. L'abbé de l'Épée se demande si les jeunes sourds ne seraient pas par hasard pas des déficients intellectuels. On les considérait à l'époque comme des crétins. Je dis crétins à Haïtien, c'était le terme médical pour désigner les personnes qui souffraient d'une déficience intellectuelle. Et lui, il se dit, ce ne sont pas des déficients comme les autres parce qu'ils ne réagissent pas à des stimuli auditifs. Donc, si j'adapte ma façon de communiquer, et il a inventé dans cette optique les prémices de la langue des signes française, je pourrais peut-être interagir avec eux et leur apprendre quelque chose et les mettre au travail, toujours cette perspective utilitaire. Et il a réussi brillamment, à tel point qu'on a présenté ces jeunes sourds comme des prodiges à la cour du roi Louis XVI. Pour les déficiences psychiques, c'est un peu plus compliqué. Il faut attendre encore près d'un siècle pour voir, par exemple, des psychiatres enfin, on ne parlait pas de psychiatres d'ailleurs à l'époque, mais des médecins comme Philippe Pinel, qui était le médecin-chef de la Salpêtrière, estimer que les personnes aliénées, on parlait d'aliénés, et là aussi c'était une notion fourre-tout qui regroupait des criminels de droit commun, des personnes en désinsertion sociale et des malades mentales. Et les médecins comme Pinel ont estimé que parmi ces aliénés, certaines personnes relevaient du cadre des soins et non du cadre de l'incarcération. Et on a commencé très progressivement à estimer que ces personnes n'étaient pas dangereuses. Philippe Pinel avait symboliquement fait retirer les chaînes des aliénées femmes de la Salpêtrière. C'était un asile pour femmes aliénées. Et c'est à partir justement de ce geste très symbolique qu'on a commencé à réfléchir à des perspectives thérapeutiques pour accompagner les personnes présentant des déficiences psychiques. On a près de 2 siècles de décalage dans ce mouvement de fond qui commence à la Renaissance entre la compensation des déficiences physiques et le début, les prémices de la compensation de la déficience psychique, ce qui explique aujourd'hui l'écart dans les représentations, dans la perception que nous avons aussi de ces pathologies. Alors, oui, je vois une petite question à propos du sous-titrage du séminaire. Malheureusement, il n'est pas disponible en direct. Par contre, il sera disponible sur le replay. Donc, pour les personnes déficientes auditives, malentendantes, le sous-titrage sera disponible sur le lien de replay. Alors, j'arrive au terme handicap lui-même, parce que toute cette évolution avec ces pathologies qu'on commence à objectiver progressivement, qu'on cherche à compenser, ne nous explique pas pourquoi émerge justement un terme générique, une espèce de fourre-tout qui s'appelle handicap, qui qualifie des états de santé qui sont à la fois innés ou acquis, qui qualifie des états de santé qui peuvent être observables, qui peuvent être invisibles. Le terme handicap, il est apparu assez récemment, c'est un néologisme des années 50, suite à tout un mouvement de société qui a été initié lors de la révolution industrielle et qui s'est poursuivi après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où justement on s'est retrouvé à un moment donné avec une part très significative de la population qui était en situation de handicap de fait. L'industrialisation a créé un taux d'accidenté du travail extrêmement important. Les conditions de vie des ouvriers ont fait renaître des grandes épidémies dans les grands centres urbains. La Première Guerre mondiale a généré son lot de personnes en situation de handicap et le tissu social s'est trouvé fortement grévé
par la prévalence des situations de handicap liées à la guerre. Et justement, cette population, qui était souvent la population la plus précaire, s'est regroupée au sein de grandes associations, à militer, à revendiquer un droit à la compensation du handicap, ce qui a amené le législateur dans les années 50 à introduire une nouvelle notion, une notion donc législative, ce n'est pas une notion scientifique, médicale, la notion de handicap. Et alors ça répond aux personnes qui me disent, si on changeait de mot, justement, on se débarrasserait des représentations négatives. Malheureusement, ce terme a été choisi à escient par le législateur pour se débarrasser d'anciens termes qui étaient déjà empreints de représentations très négatives, invalide, aliéné, impotent, dégénéré, inapte, et j'en passe. On l'a ramené de chez les Anglais, ça désignait à la base un jeu de troc, et ça a été utilisé ensuite dans le vocabulaire des courses hippiques pour désigner le cheval ou le lévrier qui était plus avantagé, plus fort que les autres et à qui on attribue un désavantage pour rétablir un petit peu de piment dans les paris, la notion de hasard. Le handicap, on entend encore ce terme par exemple dans les courses hippiques pour qualifier un cheval qui est lesté avec des points en plomb concrètement pour être un peu désavantagé, eh bien ça qualifie ce désavantage. Donc le législateur a été, chez les Anglais, choisir ce terme tout beau, tout nouveau, pour qualifier ces situations socialement désavantageantes. Dans les années 50, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certes, des états de santé dégradés impactant la vie quotidienne sont reconnus comme des handicaps, mais le législateur reconnaît également des handicaps sociaux. Les mères célibataires, dans les années 50, c'était un critère malheureusement de handicap social fort, d'exclusion. Les mères célibataires pouvaient être reconnues travailleurs handicapés, au sens désavantagé. Progressivement, avec les révisions de la loi dans les années 70, en 87, en 2005, cette notion s'est resserrée sur la stricte notion de santé. Aujourd'hui, dans le droit français, est considéré comme un handicap, un désavantage qui peut être reconnu administrativement. Tout état de santé durablement dégradé, impactant la vie quotidienne et, dans le cadre qui nous intéresse, impactant le travail. Alors, pour terminer sur ces éléments introductifs, c'est intéressant aussi de revenir, quand on parle de loi handicap, sur les grandes familles de déficience. Alors, ces familles de déficience sont introduites par la loi de 2005, qui catégorise les situations de handicap. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette catégorisation n'a rien de scientifique. Ça n'est pas une taxinomie médicale, c'est une classification qui se veut inclusive pour expliquer la diversité des situations de handicap. Mais ces 5 grandes catégories, on le voit, ont tendance à se chevaucher. On parle parfois aussi de comorbidité quand certaines pathologies génèrent d'autres contraintes. Donc on verra un petit peu plus tard comment objectiver une situation de handicap au-delà de cette grande catégorisation qui n'est pas un reflet de la réalité. Je m'attarde simplement un peu sur la question des déficiences psychiques qui sont assez particulières. La déficience psychique est aujourd'hui la première cause de handicap en France et dans les pays de l'OCDE. La prévalence des déficiences psychiques est de plus en plus importante et les statistiques relatives à la maladie mentale se sont fortement dégradées du fait de la crise sanitaire. Donc, on est face à un enjeu de santé publique extrêmement fort. Pour autant, les déficiences psychiques restent relativement tabous. On a du mal à en parler, on ne sait pas les objectiver. On pense qu'il est compliqué de les compenser. Donc, quand on parle de mettre le handicap en mots, un enjeu fort est d'arriver à mettre des mots pour objectiver ces situations de déficience psychique, les prendre en considération et trouver des solutions de compensation. Comme à travers l'histoire, on voit qu'il est encore aujourd'hui beaucoup plus simple d'aborder des situations de handicap socialement acceptées et acceptables ou des situations de handicap physique donc on pense plus facile à objectiver que ces situations de handicap non visibles et empreintes de représentations négatives.
Alors, après ces éléments introductifs, moi, j'aimerais prendre du temps dans cette première partie de webinaire pour revenir sur la meilleure façon de décrire une situation de handicap. Euh, Moi, au cours de mon parcours professionnel, j'ai pas mal accompagné des personnes en situation de handicap dans des parcours de maintien dans l'emploi. J'ai également accompagné des recruteurs, des personnes dans leur processus d'insertion professionnelle. Et souvent, j'ai ces questions qui reviennent. Euh, Hop, on peut les lister. Déjà, qui met les pieds dans le plat? Qui parle en premier du handicap? On prendra divers exemples, hein, l'exemple du recrutement, l'exemple du maintien dans l'emploi, de l'apparition d'une situation de handicap. C'est toujours assez compliqué de franchir le cap et souvent, on ne sait pas qui est, entre guillemets, habilité ou légitime pour aborder ces questions de handicap en premier dans l'espace de travail. Donc, ça, c'est un questionnement intéressant. La question du secret médical aussi, qu'on soit dans le contexte d'un recrutement, d'un maintien dans l'emploi, d'un retour à l'emploi, on a souvent deux logiques qui s'entrechoquent. Celle du secret médical où l'état de santé de la personne doit être préservé, hein, ça fait partie de son intégrité, et celle où il est nécessaire de savoir ce qu'une personne peut faire ou non dans la perspective de compenser une situation de handicap et d'aménager son poste. Ce qui peut être partagé avec les collègues et l'encadrement. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec une personne qui vous dit, moi j'ai vu le cas lors, par exemple, d'entretien d'embauche où se présentaient des candidats en situation de handicap. Il disait, moi je ne souhaite pas faire état de ma situation de handicap auprès de mes collègues et j'estime que tout va bien et qu'il n'y a rien à dire. C'est d'ailleurs le droit le plus élémentaire de ces personnes, à ne pas s'exprimer sur leur état de santé. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dépassé? Alors, déjà, le nœud central de la problématique, c'est de savoir ce que peut faire et ce que ne peut pas faire une personne en situation de handicap, sans forcément avoir connaissance de... Alors, quand je dis ça, déficience, c'est justement le terme qu'on utilise pour qualifier l'état de santé, la pathologie. Il est utile de rappeler ici, on me dit souvent que c'est du politiquement correct, mais ce n'est pas le cas, c'est extrêmement important que quand on emploie le terme handicap, et plus précisément le terme situation de handicap, ce qui nous intéresse, c'est la rencontre d'une déficience, d'un état de santé avec un environnement donné. Une chose est sûre, d'une part, le fait de connaître la déficience ne suffit pas, si on s'en tient à cette stricte définition, à cerner le handicap, parce que je ne sais pas ce qu'une personne pourra faire ou pas si je ne sais pas dans quel environnement précisément elle va évoluer. Et d'autre part, une autre chose est sûre, c'est que les personnes en situation de handicap, même si elles connaissent leur déficience, elles ne sont pas pour autant expertes du handicap. On reviendra sur l'exemple du recrutement qui est un moment symboliquement important. On me dit souvent, ben voilà, il faut que la personne nous explique ce qu'elle peut faire ou pas. Personnes en situation de handicap, statistiquement, la plupart du temps, déclarent un handicap au cours de leur vie et elles doivent s'approprier leurs contraintes, mettre des mots dessus. Elles ne sont pas forcément expertes de leur situation de handicap. Donc, c'est intéressant déjà de dissocier ces deux notions. On va essayer de le faire de façon un peu plus précise, la notion de déficience, la notion de handicap. Et c'est important de se dire que le fait de connaître l'état de santé, connaître la pathologie, ne nous renseigne pas forcément, parfois même pas du tout, sur ce que peut faire une personne ou pas. Donc, on va voir comment structurer, objectiver les choses pour mettre des mots dessus et à partir de ces mots, trouver des solutions de compensation. Alors déjà, on va dépasser ensemble un abus de langage. J'ai entendu souvent la phrase « Quelles sont vos contraintes ?»
Le terme contrainte, il est utilisé abusivement dans ce cadre, dans la mesure où il ne qualifie pas l'état de santé. La contrainte est une caractéristique du travail. Je suis soumis à une contrainte. C'est ce à quoi je m'expose. D'ailleurs, quand on exerce un métier donné, toutes les travailleuses, tous les travailleurs qui exercent ce métier sont tous soumis aux mêmes contraintes. On les vit plus ou moins bien en fonction de notre état de santé, de notre physiologie, notre résistance, de nos aptitudes. Par contre, ces contraintes sont les mêmes. Quand on parle de contre-indication, par contre, on parle de l'état de santé. On revient dans la sphère de la déficience. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Donc la contrainte, on l'évalue avec des approches ergonomiques. D'ailleurs, les personnes les mieux placées pour évaluer les contraintes, ce sont les personnes qui exercent un métier donné. On va partager des bases d'approche ergonomique, mais clairement, appréhender les contraintes d'un poste, ça se fait sur le poste. Et ça se fait avec des personnes qui connaissent le métier, qui exercent ce métier. Les contre-indications sont, elles, évaluées avec la personne qui souffre d'un problème de santé par des professionnels de santé. On parle de bilan fonctionnel. Et justement, on va mobiliser là plutôt des outils cliniques qui vont permettre de savoir si cette personne peut ou ne peut pas réaliser certaines choses. Et finalement, c'est le fait d'avoir fait d'une part un travail précis, bien conduit d'évaluation des contre-indications, et d'autre part d'avoir fait une évaluation là aussi très fine, très précise des contraintes qui va nous permettre de mesurer un écart. Cet écart, c'est la situation de handicap. Donc finalement, déjà en partant de ce grand principe de base, un bilan fonctionnel qui est mal réalisé, c'est une part des contre-indications qui nous échappent. Des contraintes qui sont mal évaluées, c'est là aussi une part de la situation de handicap qui nous échappe. Donc, objectiver une situation de handicap, c'est vraiment avoir une connaissance très fine des contraintes et des contre-indications, en les dissociant bien. Donc, on commence déjà à entrevoir que le fait de bien comprendre et bien exprimer, bien objectiver une situation de handicap, c'est une responsabilité collective. Une personne en situation de handicap à elle seule ne va pas être capable de nous donner toutes ces informations, pas plus qu'un professionnel de santé, pas plus qu'un professionnel RH, qu'un encadrant ou autre. Donc voilà, on ne joue pas sur les mots, même si c'est la thématique de ce webinaire. On est sur une méthodologie et des concepts assez précis. Et on revient à la définition, à l'essence de cette notion de handicap, de désavantage. C'est cet écart. Alors, l'évaluation des contre-indications, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus parce que c'est le travail des professionnels, des experts qui évaluent les déficiences, qui évaluent les pathologies et qui sont experts de pathologies précises. Moi, dans mon cas précis, par exemple, j'intervenais sur la compensation des déficiences psychiques et cognitives. J'utilisais des outils bien précis, des tests cliniques, des tests d'aptitude cognitive, des méthodologies d'entretien clinique, des méthodologies d'observation pour cerner, faire le tour des contre-indications d'une personne. Par contre, quand on est professionnel RH, professionnel de soutien, quand on intervient sur les mesures de prévention au sein d'une entreprise, quand on est professionnel d'encadrement aussi, on a la main sur l'environnement de travail. L'objectif des professionnels qui accompagnent dans l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est de faire cette autre moitié du chemin pour objectiver la situation de handicap, et c'est d'apprendre à évaluer les contraintes d'un environnement de travail. Les contraintes d'un environnement, je le répète et j'insiste dessus, sont complètement indépendantes de la personne en situation de handicap. Les contraintes existent et tout le monde y est soumis. Donc, on peut tout à fait cartographier les contraintes d'un environnement de travail indépendamment des personnes qui y travaillent. Alors, évaluer les contraintes de l'environnement, moi j'aime bien la notion en parallèle avec la notion de savoir-faire qu'on utilise en RH pour décrire les compétences. Moi, j'aime bien la notion de pouvoir-faire. Là, on ne s'intéresse pas à la compétence proprement dite, on s'intéresse aux conditions d'exercice du métier,
donc aux contraintes auxquelles on va s'exposer. L'objectif justement de ce travail, c'est d'être en mesure de présenter à la personne en situation de handicap une cartographie de l'environnement de travail dans lequel elle va évoluer et de pointer avec elle les contraintes qui risquent de poser problème au regard de son état de santé. Et ensuite, quand on a fait le tour, on peut justement analyser cet écart entre contraintes et contre-indications et envisager des solutions de compensation du handicap. Alors, il y a un petit processus qui est sous-tendu par l'approche ergonomique, mais justement qui peut être internalisé. Ça reste du bon sens par les acteurs de la prévention, par les CHSCT, par les acteurs RH, pour accompagner des professionnels, aller sur le terrain et identifier collectivement les contraintes. Donc déjà, on se pose avec les professionnels expérimentés qui connaissent bien un travail, on prend le temps de recenser les cycles de travail, se dire, ben voilà, pour faire le tour de l'ensemble des tâches qui constituent ce métier, qu'est-ce que j'ai besoin d'observer ? Est-ce qu'une journée suffit ? Est-ce qu'il faut revenir à différents moments parce qu'il y a une diversité de tâches importantes ? Donc, on prend le temps de segmenter déjà le travail pour identifier tous les cycles de travail et pour faire le tour de l'ensemble des tâches. On prend le temps de bien recenser les tâches, mais de façon vraiment descriptive. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de savoir si je suis assis, si je suis debout, si je me dépêche, etc. Et c'est seulement quand on a fait le tour de l'ensemble des tâches qu'on va coter les contraintes. Et je vais vous expliquer comment on fait. Et ensuite, cette cartographie des contraintes pourra être croisée avec les contre-indications. Donc, l'outil, c'est une grille d'évaluation des contraintes. Je vais vous en montrer une et on va même la mettre en libre accès sur la page du webinaire. Ce sont des outils qui sont tout à fait libres de droit, qui peuvent circuler. Cette cartographie des contraintes, ça va devenir finalement notre base de dialogue sur le handicap au travail. D'ailleurs, même sur le plan conceptuel, un peu symbolique, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup moins culpabilisant de dire à une personne voici la contrainte de l'environnement, est-ce que vous pouvez vous y exposer ou pas, que de lui dire à brûle-pourpoint, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. On va y revenir, on va parler d'enjeux psycho-éducatifs, mais cette entrée par l'environnement est extrêmement importante et facilitante. Alors, aurons-nous le diapo ? Petite question. Évidemment, vous aurez le diapo et pas mal de ressources complémentaires. Je prendrai le temps de les recenser en fin d'intervention. Alors, nos contraintes. J'ai pas mal discuté avec des organismes publics ou des entreprises privées qui réalisaient par exemple des campagnes de recrutement de personnes en situation de handicap. Et on me dit souvent, mais les contraintes, on les met sur la fiche de poste ou sur l'offre d'emploi. Or, quand on regarde ces fiches de poste ou ces offres d'emploi, on se rend compte la plupart du temps qu'on se contente de contraintes très basiques, très objectives, qu'on qualifie, nous, de physique ou posturales. Or, il y a une grande diversité de contraintes qui caractérisent l'ensemble des environnements de travail. Et d'ailleurs, la plupart des contraintes qui posent problème, elles ne sont jamais exprimées. Donc, c'est très important qu'on apprenne à mettre des mots dessus parce que de la connaissance de ces contraintes dépend la pertinence de l'aménagement qu'on va proposer, de la compensation de la situation de handicap. On peut parler de 7 grandes familles de contraintes. Les contraintes physiques et posturales, porter, se contorsionner, les questions d'accès au poste de travail, les questions de traction de charge, il y en a plusieurs. C'est en général celle qu'on objective le plus, pas forcément le mieux, mais le plus souvent. Des contraintes environnementales, le fait de s'exposer à du bruit, du brouhaha, des variations de température, une ambiance lumineuse. Je prends par exemple l'exemple des travailleurs de la grande distribution qui peuvent, je pense au poste d'employé libre-service, on peut passer du chaud au froid si on ramène de la marchandise d'un frigo, on a une ambiance sonore forte toute la journée, on a du brouhaha, on a pas mal de contraintes environnementales qu'il est intéressant de décrire.
Des contraintes sensorielles ensuite. Est-ce qu'on a besoin de voir, de toucher, d'entendre? Est-ce qu'on a besoin de le faire, on va dire, avec une intensité habituelle? Ou, comme dans certains métiers de bouche, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'exercer ses sens avec un niveau de finesse beaucoup plus important? Alors, très important aussi, les contraintes cognitives. Ces contraintes, d'après l'INRS, l'Institut national de recherche en sécurité, et d'après l'enquête Summer sur les conditions de travail des Français qui est conduite par la DARES, ce sont véritablement les contraintes qui sont en explosion au XXIe siècle. Les contraintes cognitives, c'est tout ce qui met en jeu nos processus mentaux. Le fait de devoir se dépêcher, le fait d'être interrompu, le fait d'être soumis à de la demande immédiate, devoir faire pour tout de suite, le fait de devoir faire plusieurs choses en même temps. Du fait de la révolution numérique, ces contraintes sont en explosion. Et ces contraintes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont génératrices de fatigabilité, donc elles viennent s'entrechoquer avec des contre-indications présentes dans de très nombreuses situations de handicap. Ces contraintes sont très usantes et pour autant, on n'a pas du tout l'habitude de les verbaliser, de les décrire. Donc c'est intéressant d'apprendre à le faire. Des contraintes temporelles, les horaires, l'amplitude horaire, les horaires parfois hachés ou alternés, etc. Les contraintes de déplacement, comment on vient au travail, comment on se déplace. Et enfin, des contraintes importantes aussi, les contraintes relationnelles, avec qui j'interagis, est-ce que je suis exposé à, je ne sais pas, des situations de détresse, des situations tendues, est-ce que je dois partager mes outils de travail? Là aussi, tout ça, on peut le décrire. Donc, quand on voit ces 7 familles de contraintes, on comprend que la notion de contrainte, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus diversifié, justement, que ce qu'on peut on va dire, percevoir de prime abord. Le fait de faire le tour de l'ensemble de ces contraintes permet d'avoir une représentation précise, objective du poste. Or, pour qualifier une contrainte, ça se fait de façon qualitative dans un premier temps. On ne va pas utiliser, quand on le fait collectivement dans un environnement de travail, des outils de mesure. On va plutôt rechercher un consensus autour de 2 notions. La notion de fréquence, est-ce que cette contrainte, par exemple le fait de devoir se dépêcher ou le fait d'être exposé à un bruit intense, est-ce que cette contrainte est fréquente? Est-ce qu'elle est présente tout le temps? Ou est-ce qu'elle est épisodique? Et est-ce qu'elle est intense? Et c'est cette combinaison de contrainte et d'intensité qui me permet de décrire la contrainte. Donc, ce n'est pas un jeu de cases à cocher, oui ou non. On va chercher à qualifier la contrainte avec un certain niveau de finesse en mettant en débat la notion de fréquence et d'intensité. Alors, je vais départager un instant la présentation et je vais vous montrer justement une grille des contraintes pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment on utilise ce type d'outil. D'ailleurs, l'outil sera partagé avec vous. Alors, voilà. Je vais un petit peu rapetisser pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est une grille qui permet de croiser les contraintes et les contre-indications. Je ne sais pas si elle s'est correctement affichée. Est-ce que quelqu'un, via le chat, pourrait me confirmer que la grille s'affiche bien, s'il vous plaît? C'est bon. Eh bien, merci. Alors, je vais faire un peu de place. Ça, vous la verrez mieux. Voilà. Donc, on retrouve sur le côté les différentes contraintes, donc les physiques et posturales, je vais en détailler certaines, l'accès difficile au poste, le piétinement, déplacement à pied, station debout prolongée, station assise prolongée. Alors, celles-ci sont particulières, piétinement, déplacement à pied, station debout, assise, ce sont les seules contraintes où la notion d'intensité n'a pas de sens. Je ne suis pas assis intensément. On retrouve ensuite les questions de manipulation de charge, donc port de charge, traction, charge encombrante, des questions relatives aux angles articulaires. Et on peut toujours en rajouter, la liste n'est pas exhaustive. Là, c'est une grille qui comporte les contraintes les plus fréquentes.
Contraintes environnementales, bruit, chaleur, froid, température, travail en extérieur, etc. Contraintes sensorielles, nos fameuses contraintes cognitives, donc le fait de devoir se concentrer longtemps, de partager son attention, la contrainte des moniteurs d'auto-école par exemple, ou des pilotes. La demande immédiate, la contrainte qui gangrène tous les environnements de travail aujourd'hui, devoir faire pour tout de suite, la contrainte des notifications. L'isolement, contrainte qui a été accrue par le télétravail prolongé. Le fait d'être autonome, qui n'a rien à voir avec un niveau de qualification. C'est le fait de ne pouvoir compter que sur soi-même et d'être totalement autonome dans la réalisation de ses tâches d'un processus de A à Z. Le fait de devoir changer de métier souvent, d'être dans une situation de polyvalence, l'exposition, l'anxiété justement générée par l'exposition à un risque d'accident ou d'erreur, qui va générer une forme de charge mentale, le rythme de travail soutenu, qu'on retrouve dans l'industrie, dans la restauration collective, par exemple, dans les métiers du médico-social. Ça, c'est la contrainte de cadence, qui est d'ailleurs un fort prédicteur de troubles musculo-squelettiques. La mémorisation et le fait de devoir se repérer dans l'espace et le temps. Contrainte temporelle, on retrouve les questions d'horaire. Il y a une contrainte particulière, la planification, qui caractérise notamment les métiers d'encadrement, c'est le fait de tout le temps devoir se projeter et d'être dans le futur. Un encadrant, justement, se doit donner de la visibilité aux autres sur leur travail. Donc, il a tendance à être dans de la planification et de l'anticipation permanente. D'ailleurs, on pourrait la considérer aussi comme une contrainte cognitive. Des contraintes de déplacement et des contraintes relationnelles. Là, je prends aussi le temps d'en décrire certaines, notamment les responsabilités importantes, le fait de cacher ses émotions, on parle de surface acting en psychologie sociale, et ça aussi, c'est un prédicteur d'usure professionnelle. Le fait d'être exposé à de la détresse ou à de la violence, on pense au métier des soins par exemple, et le partage des outils de travail ou le partage de l'espace. Voilà ce qu'on entend par contrainte. Encore une fois, ces contraintes qualifient un métier et non pas une personne. Donc avec notre grille, ce qu'on fait, je remonte en haut, sur le poste étudié, on va les prendre une par une pour voir si ces contraintes sont présentes de façon exceptionnelle, épisodique, régulière ou constante, et si c'est une intensité forte ou faible. Et justement, le fait de croiser les regards avec des professionnels expérimentés sur ce poste va nous permettre de trouver le consensus autour de la juste fréquence, de la juste intensité. En parallèle, le professionnel de santé, il va, lui, travailler avec le salarié concerné, la personne en situation de handicap, pour nous dire si cette contrainte, la personne peut s'y exposer à une certaine fréquence et à une certaine intensité. Donc, dans notre bilan, on va retrouver justement pour chacune des contraintes ces écarts. Et on va voir si c'est un écart de fréquence. Le cas échéant, on devra réduire la durée de cette contrainte, faire en sorte qu'on s'y expose moins souvent, ou si c'est un écart qui est lié à l'intensité. Et là, dans ce cas, on va plutôt essayer de réduire l'intensité de la contrainte. On a un niveau de finesse assez important qui permet vraiment de cibler le travail de compensation sur des choses relativement précises. L'intérêt aussi, quand on travaille avec ces méthodes, c'est que tout le monde partage la même grille de lecture. Et si je reviens à la notion de secret médical, là, on a quelque chose de très précis qui nous permet de dire ce qu'une personne peut, ne peut pas faire dans un environnement de travail donné, mais à aucun moment, on parle de pathologie. Donc, le secret médical est entièrement préservé. Par contre, ça prend du temps et ça mobilise du monde. On voit que le fait d'objectiver une situation de handicap de façon précise met en jeu plusieurs acteurs et c'est un processus qui demande une mobilisation collective, tout simplement. Voilà un peu ce principe d'évaluation croisée, contrainte contre indication. On va décrire l'environnement et décrire la déficience en parallèle. Alors, cette grille, comme je vous le disais, sera partagée avec vous. Alors, je reviens au diaporama.
Alors, on me pose une question, justement, est-ce qu'il peut arriver que ce qui détermine l'intensité d'une contrainte soit sa fréquence? Quelqu'un qui répond à juste titre, pour moi, la position assise. Justement, on le disait, dans la position assise, la notion d'intensité n'a pas de sens, on parle uniquement de fréquence de la position assise. Et c'est vrai que plus on est assis, plus la conséquence de la contrainte peut être potentiellement forte sur l'organisme. Après, même si la fréquence ne détermine pas l'intensité, la fréquence, c'est vraiment l'occurrence dans le temps. Sur une journée, combien de temps cette contrainte est présente, tout simplement. L'intensité, c'est vraiment une idée de, comment dire, une idée de force d'expression de la contrainte. Donc, ces deux notions sont parfaitement indépendantes. Par contre, chacune de ces notions a une incidence sur la force de la contrainte. La force de la contrainte, c'est simplement son incidence potentielle sur l'état de santé. Une contrainte qui est d'une faible intensité mais qui est très fréquente. Je prends l'exemple du brouhaha. Il y a beaucoup d'études justement sur le fait de travailler dans des environnements sonores où il y a un faible bruit mais en permanence. C'est quelque chose d'aussi usant qu'un environnement de travail, on va être exposé à des bruits forts. Par contre, j'insiste sur l'indépendance des notions. D'ailleurs, pour la plupart des contraintes, la fréquence est plutôt génératrice de pathologies liées à l'usure. C'est des pathologies qui vont apparaître progressivement, alors que l'intensité, quand elle est très forte, elle est plutôt génératrice d'atteintes aiguës ou d'accidents. Donc même les conséquences d'une contrainte qui s'exprime en termes de fréquence ou d'intensité ne sont pas forcément les mêmes. Après, il y a des cocktails un peu explosifs où l'intensité et la fréquence sont extrêmement fortes. D'ailleurs, l'intérêt de dresser ces cartographies des contraintes, ce n'est pas seulement de compenser le poste d'une personne en situation de handicap, c'est aussi de prévenir l'usure professionnelle. On utilise exactement les mêmes approches ergonomiques pour les démarches de prévention de l'usure. Et là, on ne met pas de contre-indication en face, on se contente d'évaluer les contraintes et on se concentre sur celles qui sont extrêmement fréquentes, extrêmement intenses ou les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette évaluation? Mettons justement qu'on ait tout mis en œuvre pour réaliser ce travail correctement. Là, commence le travail de compensation. Mais c'est là que le fait de mettre des mots précis sur le handicap est important. On a fait les trois quarts du chemin si on a fait ce travail et qu'on a cerné le champ du handicap, qu'on l'a objectivé de façon extrêmement précise. Alors, le premier enjeu, c'est un enjeu de dialogue pluridisciplinaire. Le fait que tout le monde ait la même grille de lecture et que cette grille de lecture soit fine, soit précise, ça nous sort de ces dialogues de sourds qu'on peut voir, par exemple, parfois entre employeurs et médecins du travail ou médecins de prévention, où on ne parle pas le même langage, on ne sait pas décrire les contraintes de la même façon, et où finalement, on tourne en rond parce qu'on n'arrive pas à objectiver une situation de handicap, on est dans le flou. C'est la base d'avoir une grille de lecture commune pour décrire des phénomènes, pour décrire une situation, un état de santé avec les mêmes termes. Il y a ensuite un enjeu d'appropriation, on parle d'approche psycho-éducative. Comme je vous le disais tout à l'heure, une personne en situation de handicap n'est en rien experte de sa pathologie, de son handicap. Moi, par exemple, quand j'accompagnais des personnes en situation de déficience cognitive, une personne, par exemple, qui avait eu des accidents de la route ou des AVC, qui souffrait de lésions cérébrales, c'est des personnes qui changent de comportement du jour au lendemain, qui se retrouvent avec des instances cérébrales qui dysfonctionnent, comme la mémoire, comme l'inhibition, comme l'impulsivité, le trouble de l'humeur également qui se manifestent, et qui n'y comprennent strictement rien. On parle d'ailleurs, il y a un terme médical pour ça, la nosognosie. C'est le fait de ne pas avoir ou d'avoir conscience de ces contraintes. Et le niveau de conscience des contraintes, des contre-indications, est extrêmement variable d'une pathologie à l'autre, d'une personne à l'autre. Et tant bien même on en est conscient, on n'a pas forcément les mots pour l'exprimer. Donc, le fait aussi de dresser cette cartographie des contraintes, des contre-indications, c'est un outil pour que la personne puisse s'approprier sa pathologie, puisse en parler, puisse l'exprimer.
Moi, j'utilisais justement ces outils avec les personnes que j'accompagnais et on s'appropriait tout ça, c'est-à-dire que la personne, je lui expliquais les contraintes, elle m'expliquait ce à quoi elle pouvait s'exposer ou pas, et on faisait un vrai travail où on répétait pour que la personne s'approprie, se construise un discours pour qu'elle explique quelles étaient les contraintes auxquelles elle ne pouvait pas s'exposer. D'ailleurs, c'est beaucoup plus positif, c'est très intéressant, par exemple, d'aller au-devant d'un recruteur et de dire, plutôt que de dire, ben voilà, je suis malade, je suis handicapé, je souffre d'une pathologie, de dire, si cette contrainte est présente dans l'environnement de travail, je ne pourrais pas m'y exposer. Donc, on retourne aussi le discours pour remettre en perspective la notion d'environnement, pour que la situation de handicap ne soit pas uniquement perçue comme étant liée à l'état de santé de la personne, ce qui est un abus. Alors, le terme, je vais le taper dans la discussion, anosognosie. Voilà, le fait de ne pas avoir conscience de ces symptômes, ce qui caractérise de nombreuses pathologies où on a un niveau de conscience qui est absent, qui est relatif, et au premier chef, les déficiences cognitives. Donc, pour être précis, déficiences cognitives, contrairement à des déficiences psychiques, ce sont des déficiences où on a une lésion ou une atteinte neurologique. Qui peut être lié à une pathologie, comme la maladie d'Alzheimer, mais qui peut être lié aussi à une cause traumatique, comme on le voit par exemple chez les accidentés de la route parfois. Et enfin, l'enjeu de mise en débat des écarts. Il n'y a pas de professionnel de la compensation du handicap. La compensation du handicap, c'est un exercice de compromis où tout le monde, justement, va se mettre autour de la table pour essayer de réduire les écarts qu'on a identifiés à l'aide de la méthode de compensation. Justement, le rôle d'un expert externe qui vient faire une évaluation de handicap et qui vient compenser le handicap, ce n'est pas tant d'apporter des solutions miracles, c'est surtout de mettre en lumière des écarts extrêmement fins pour que le dialogue puisse s'établir entre l'employeur, l'encadrement, les professionnels de soutien et le médecin du travail en premier lieu, et bien sûr la personne concernée qui doit être au centre des débats. Donc déjà, c'est intéressant de garder en tête cette notion d'approche environnementale qui nous ramène vraiment à l'essence de la notion de handicap. Le handicap, c'est la rencontre d'un état de santé et d'un environnement. Et mis à part les thérapeutes, nous, quand je dis nous, je parle des intervenants de la sphère professionnelle, on n'a pas de prise sur l'état de santé de la personne. On a une prise sur l'environnement de travail. Mais tant qu'on ne l'a pas cartographié, tant qu'on n'a pas compris les contraintes, tant qu'on ne les a pas objectivées, on ne peut pas agir sur cet environnement de façon efficiente, en tout cas de façon adaptée. À partir de ces éléments de méthodologie, on va à présent revenir sur différents moments clés où le handicap doit être abordé au travail, et on va voir justement quelles bonnes pratiques on peut partager, toujours en se basant sur cette approche centrée sur l'environnement. Et on va commencer par le recrutement. Le recrutement, j'inclus dans le recrutement tout le processus de sourcing, donc ça va de la création d'une offre d'emploi. Au moment où on va rencontrer un candidat, on va discuter de la situation de handicap et on va prendre une décision, justement, et préparer l'intégration de cette personne. Alors, 3 bonnes pratiques. Déjà, identifier, expliciter les contraintes, c'est ce dont on parlait à l'instant. C'est important, par exemple, de les mettre sur l'offre d'emploi. Et comme on le disait, de ne pas se contenter de contraintes physiques et posturales, mais de très bien expliciter les contraintes, notamment cognitives, relationnelles. Là-dessus, je voudrais partager avec vous un petit retour sur expérience. Moi, j'ai pas mal utilisé cette méthode avec des organismes qui mettent en place des campagnes de recrutement de personnes en situation de handicap. Et souvent, il y a un petit exercice, il y a un petit réflexe de réticence où on me dit, mais si on met toutes les contraintes du poste, ça va faire fuir les candidats. Et dans les faits,
je vous partagerai après un autre retour sur expérience. On se rend compte que c'est tout le contraire. On attend d'ailleurs la même chose des candidats. Un exercice de recrutement qui est réussi, c'est finalement un exercice de recrutement où chacune des parties ne s'embellit pas. Ça n'a aucun intérêt. L'environnement de travail, on va bien le découvrir par la suite. Donc, tout comme on attend d'un candidat qui n'embellisse pas son CV, qui soit objectif sur ses compétences, sur son parcours, c'est tout à fait logique, on va dire dans une logique de réciprocité, d'être objectif sur l'environnement dans lequel on va évoluer. Il faut être d'ailleurs très tranquille avec ça. Tous les métiers sont caractérisés par une grande diversité de contraintes. Et la contrainte n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement une caractéristique de l'environnement de travail. Certaines contraintes, et leur nombre est toujours limité, vont poser problème à certaines personnes du fait de leur état de santé. Mais le fait qu'il y en ait beaucoup n'est pas un repoussoir. Et au contraire, j'en ai parlé avec beaucoup de candidats qui se positionnaient sur des campagnes où cette cartographie des contraintes était faite sérieusement. Ils expliquent tous que, d'une part, c'est très utile parce qu'ils se posent vraiment de bonnes questions concernant les aménagements nécessaires. Et en plus de l'aveu de beaucoup, pour eux, c'est très révélateur d'une véritable volonté d'employeur. On n'est pas dans la petite mention entreprise en dit accueillante et au revoir. On voit qu'il y a un véritable travail qui a été fait pour prendre en considération le paramètre santé. Et ça, c'est important. Les présenter aux candidats ensuite. Pourquoi ? Plein de petites vidéos, on trouve facilement sur YouTube, justement, on voit des recruteurs ou des professionnels du recrutement qui donnent des conseils aux candidats en situation de handicap. Et souvent, on dit, voilà, la personne doit dire ce qu'elle peut faire ou pas. Alors déjà, la personne ne peut pas dire ce qu'elle peut faire ou pas. Elle peut, dans certains cas, parler de façon plus ou moins précise de son état de santé. Et comme on le disait, la situation de handicap, on arrive à l'objectiver que collectivement quand on a une connaissance fine de l'environnement de travail. J'ai travaillé par le passé à Cap Emploi et justement, je faisais un petit atelier avec les professionnels du recrutement qui voulaient se former au recrutement de personnes en situation de handicap. C'était assez intéressant, on les mettait en situation. Ils venaient avec leurs offres d'emploi. On faisait la cartographie des contraintes avec la méthodologie que je vous présentais. Et ensuite, on faisait des simulations d'entretien avec les personnes en situation de handicap qu'on accompagnait dans le cadre du Cap Emploi. Comme ça, on faisait d'une pierre deux coups. Ça faisait aussi des préparations aux entretiens pour nos candidats. Et là, c'était très rigolo. On demandait justement à nos recruteurs de mettre les pieds dans le plat en premier, plutôt que d'attendre que le candidat s'exprime. Et du coup, l'exercice était que devaient présenter les contraintes au candidat, et c'était au candidat ensuite de dire si il pouvait ou non s'exposer à ces contraintes et s'il avait besoin d'aménagement. Alors, c'est assez rigolo à observer. On voit des gens souvent un peu réticents, un petit peu gênés. Et je trouve ça très intéressant parce que ça inverse le rapport de force concernant le handicap. Ce qu'il faut se dire, c'est un contexte de recrutement est un contexte qui n'est pas horizontal, il y a une verticalité. Le candidat est toujours en situation de faiblesse, c'est un fait. Il a envie d'être recruté. Donc, moi, si je devais me présenter à un emploi et qu'on ne me parlait pas de handicap et que j'étais en situation de handicap, j'aurais peut-être tendance à minimiser ma situation de handicap parce que j'ai envie de décrocher le poste, tout simplement. Donc, le fait que l'initiative vienne du recruteur, qui présente les contraintes, qui ouvre des portes pour des solutions d'aménagement, ça change complètement la donne. Et quand on débriefait ces exercices, vraiment le retour des candidats, il était unanime, c'était de se dire mais qu'est-ce que ça fait du bien qu'on nous en parle ? Pour une fois, ce ne soit pas à nous de faire cet effort, de mettre les pieds dans le plat, de parler de notre état de santé par rapport en plus à un poste qu'on ne connaît pas. Donc, cette inversion un petit peu de la logique et de l'initiative concernant la description du handicap pendant l'acte de recrutement est extrêmement importante. Et ensuite, on évalue les écarts en ayant bien conscience qu'on est dans un processus dynamique. Ce n'est pas le jour du recrutement qu'on va faire un bilan fonctionnel complet, mais au moins, on rentre dans une certaine logique qui va poser les bases d'un dialogue autour du handicap.
Autre enjeu lors du recrutement, ça c'est un point un peu particulier, mais c'est bien d'en parler vu la thématique du webinaire, c'est le fait d'anticiper l'intégration et d'aborder avec la personne en situation de handicap le fait de mettre en débat cette situation de handicap avec le collectif de travail. Je vais illustrer cet enjeu avec un petit exemple. C'est une situation sur laquelle j'étais intervenu dans un établissement public qui nous avait contacté à l'époque, quand j'intervenais sur la compensation de la déficience psychique, pour nous demander d'accompagner un collectif qui était très fragilisé par un agent en situation de handicap psychique, a priori, qui mettait le collectif en difficulté. Donc, on est intervenu au sein de ce collectif, on a reçu tout le monde, y compris cet agent, et là, c'était assez édifiant comme situation. On a compris que cet agent, finalement, il ne souffrait pas du tout de déficience psychique. C'est un jeune homme, en fait, qui avait une trentaine d'années à l'époque et qui venait d'être recruté dans le cadre d'une campagne dédiée aux personnes en situation de handicap. Donc, on savait qu'il était en situation de handicap. Ce jeune homme, il avait eu un cancer dont il s'était remis, mais la maison départementale des personnes handicapées a estimé qu'il y avait une perte de chance liée à sa convalescence et lui avait accordé une RQTH, une reconnaissance du handicap pendant 5 ans, pour l'accompagner dans son retour à l'emploi. Donc, de fait, il n'était pas en situation de handicap au travail. Par contre, lors de l'entretien de recrutement, il a expliqué que comme il n'avait aucune contre-indication, il ne voulait pas parler du handicap avec ses collègues. Bon, dans tact. Il a été intégré, et là, les collègues, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est un jeune homme, il a 30 ans, il a été recruté dans le cadre de la campagne handicap, il a l'air en forme, donc c'est forcément dans la tête. Et là, déjà, ça a suscité une certaine appréhension. Donc, on l'a mis dans un bureau tout seul, alors que tout le monde était à 2 ou à 3. Les gens ont très peu interagi avec lui. Du coup, c'est quelqu'un qui avait un caractère bien trempé. Il s'est mis à bien le rendre à ses collègues qui se sont retrouvés dans un système de prophétie autoréalisatrice. Tout le monde a dit, bah, voyez, on avait raison, il est bizarre, il se comporte bizarrement avec nous, il est désagréable. Et la tension est vraiment montée progressivement au sein de ce collectif. Et il y a eu des clashs très forts entre cette personne et le collectif de travail. En gros, une équipe qui le traitait de fou et lui qui traitait ses collègues de fou. Et ça finit par aider nous à accompagner une personne en situation de déficience psychique, alors que ce jeune homme n'était pas en situation de handicap. Ça illustre très bien les fantasmes qu'il peut y avoir autour du handicap à partir du moment où on sait qu'une personne est en situation de handicap et où la situation de handicap n'est pas visible. Et ça, les candidats ne l'anticipent pas forcément, donc c'est très important de le dire. À partir du moment où on bénéficie, par exemple, d'une voie dérogatoire, là je m'adresse aux personnes notamment qui sont dans l'administration, où il y a des campagnes handicap, où on sait qu'il y a ce paramètre handicap, même s'il n'y a aucune contrainte, aucune contre-indication par rapport aux contraintes du poste, il faut le dire. Et il faut avoir les mots pour le dire, pour couper l'herbe sous le pied à ces fantasmes qui apparaîtront forcément s'il y a un non-dit. Et ça, c'est intéressant de l'aborder dès le recrutement. Voilà, est-ce que si bien sûr vous bénéficiez d'une voie dérogatoire liée à la reconnaissance du handicap, comment vous allez en parler? Qu'est-ce qu'on peut faire pour expliquer la situation de handicap aux collègues? Et on y viendra ensuite. La question de l'intégration, c'est quelque chose qui va préparer aussi le parcours d'intégration et la sensibilisation. Alors, sur l'intégration ensuite, il y a quelque chose à faire, quelque chose à ne pas faire. Si justement on est dans cette perspective de description des contraintes, des contre-indications, l'objectif, c'est jamais de se substituer à une personne. Nous, ce qu'on cherche, c'est à avoir justement des environnements de travail inclusifs où les personnes en situation de handicap sont considérées comme tout à chacun et s'expriment librement.
Donc, sensibiliser un collectif de travail, préparer une intégration, ce n'est pas s'exprimer à la place de la personne concernée. Si on met une interface, on crée un mur entre la personne et son collectif de travail. Donc, l'exercice de sensibilisation, lorsqu'on intègre une personne en situation de handicap, c'est un exercice où on va aider la personne à s'approprier ses contraintes, ses contre-indications, pour les expliquer à l'équipe. Par exemple, quand j'accompagnais des personnes dans l'intégration au sein d'un collectif de travail, pareil, on faisait le travail de contrainte, contre-indication, un petit briefing pour que la personne s'approprie un discours. Après, il n'y a pas de problème, on peut lui demander si elle veut être accompagnée pour l'exercice, si elle a besoin d'un temps formel où on est à ses côtés. Il ne s'agit pas de la laisser toute seule, mais toujours être dans cette logique d'autonomie. On outille la personne pour qu'elle interagisse justement librement avec son environnement de travail. Et c'est intéressant aussi de travailler avec elle sur des réactions négatives qu'il peut y avoir, sur des réponses à opposer aux personnes justement qui peuvent être porteuses de préjugés. Il faut en aucun cas avoir un discours angéliste, hein, ça ne va pas forcément toujours bien se passer, mais le fait de se mettre en interface aura toujours justement une conséquence négative à long terme. Alors, je fais une petite pause pour prendre une question. Je vois, mais si le recruteur donne le contrainte et que personne ne dit son handicap, il va devoir choisir une autre personne. Alors, pas forcément, en tout cas, dans un processus de recrutement, j'ai envie de dire, le mensonge fait partie du jeu. Que ce soit en lien avec le handicap ou que ce soit en lien avec les compétences, hein, on n'est pas dans une science exacte. Ce qui est certain, c'est que le discours sera beaucoup plus libéré sur le handicap si on présente les contraintes et si on fait cet effort. Maintenant, est-ce que ça garantit une transparence totale de la part des candidats? Jamais. Mais j'ai envie de dire comme dans tout recrutement. Et ça, c'est intéressant là aussi d'être tranquille avec ça et de se dire que de toute façon, la mise en débat du handicap, elle va se poursuivre tout au long du parcours professionnel. C'est simplement, on va dire, une première approche. Alors, toujours lors de l'intégration, je voulais me faire une petite parenthèse sur le cas particulier du tutorat pour personnes en situation de handicap. J'ai vu, au fur et à mesure de mon parcours, pas mal d'expériences de tuteurs qui étaient plus ou moins réussies quand on parle de tuteurs pour personnes en situation de handicap. Et souvent, les difficultés ou les échecs, elles sont liées à une casquette de tuteur un peu particulière où on n'est pas dans le tutorat tel qu'on le conçoit pour les personnes qui ne sont pas porteuses de handicap. Je rappelle que le rôle d'un tuteur, c'est un rôle de transmission de compétences. C'est une personne expérimentée qui exerce le métier que vous exercerez et qui vous transmet justement sa compétence. Dans le cas des personnes en situation de handicap, il y a des aides. On est parfois dans des circuits différents, dans des finalités différentes qui font des tuteurs des personnes interfaces, qui ne sont pas forcément là pour transmettre une compétence, qui sont là pour plutôt faciliter l'intégration, faciliter l'interaction avec le collectif de travail. Et j'émets un gros point de vigilance là-dessus. C'est très bien d'avoir des tuteurs pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais il est essentiel que le tutorat reste centré sur la transmission de compétences d'une part, et d'autre part, s'il y a un accompagnement lié au handicap, il doit toujours se faire dans cette perspective d'appropriation de la situation de handicap. Je ne suis pas là pour m'exprimer à la place de quelqu'un. Justement, je le mets en situation de handicap si je le prive de sa capacité à s'exprimer et à faire état de ses besoins par rapport aux contraintes que présente l'environnement de travail. Autre moment clé, le moment où apparaît une situation de handicap. Souvent, elle va se manifester à travers des restrictions d'aptitude qu'on va qualifier de fragilité, qui vont avoir une conséquence collective. Et c'est l'apparition de ces premiers signaux faibles qui va alerter un collectif de travail et qui va justifier la mise en œuvre d'un travail de compensation du handicap. Là, pour le coup,
tout le monde entre en jeu. L'encadrement, on va voir qu'il y a un rôle d'alerte au premier chef, les acteurs RH, les professionnels de soutien, les collègues et l'agent, bien sûr, ou le salarié qui est au centre du parcours. Le fait de bien prendre en considération une situation de handicap qui apparaît au cours de la carrière, c'est un enjeu, c'est pour moi l'enjeu même le plus important. Aujourd'hui, la plupart des situations de handicap apparaissent au cours de la carrière. Plus des 3/4 des personnes en situation de handicap de fait, c'est-à-dire des personnes qui sont porteuses de restrictions d'aptitude durable, ne bénéficient pas de reconnaissance du handicap. Et le nombre de licenciements pour inaptitude dans le secteur privé a plus que doublé en 10 ans. Donc, c'est une vraie problématique économique, sociétale, sanitaire. Solutionner ces problématiques passe par la mise en œuvre d'un vrai savoir-faire de veille au sein des organisations. On apprend à détecter le plus tôt possible ces situations et à travailler le plus tôt possible dessus. Et là aussi, il faut les mettre en mots en les repérant très tôt sur la base de critères précis, en ayant des circuits de signalement dans un cadre déontologique qui soit protecteur aussi de l'intégrité des personnes, en étant capable de les analyser de façon interdisciplinaire sur la base de l'approche que je vous présentais. Il y a des professionnels de santé qui évaluent les contre-indications, il y a aussi des collectifs de travail qui évaluent les contraintes, avec là justement l'aide de professionnels externes si c'est nécessaire, si on est en limite de compétences, et ensuite de co-construire des solutions. Si ces processus de veille ne sont pas formalisés, moi je suis intervenu dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations où la fragilité apparaît, où l'état de santé se dégrade, où on se renvoie la balle sans forcément justement avoir ce cadre interdisciplinaire. On va se poser le plus tôt possible pour travailler collectivement sur une solution. Alors, quid des TPE? C'est une très bonne question. Un processus de veille sociale, ce n'est pas forcément un processus au sens norme-qualité. Il peut être extrêmement complexe dans une grande organisation, très stratifiée. Par contre, c'est un petit principe de base dans une TPE. Le simple fait de partager un principe, de se dire, voilà, à partir du moment où un encadrant détecte un problème de santé, c'est à lui de le faire remonter. Et on peut y travailler avec des acteurs externes, même s'il n'y a pas de RH. On peut tout à fait travailler avec la médecine du travail, avec des professionnels de soutien externes. Mais ce principe s'applique au TPE. Il est extrêmement simplifié, mais il vaut. Les restrictions d'aptitude qui finissent en licenciement pour inaptitude, ils sont encore plus fréquents dans les TPE que dans les grandes entreprises. Et on se rend compte que dans les TPE, justement, on a cette tendance à être solidaire, à essayer de solutionner la solution par soi-même et à s'épuiser. Alors, c'est aussi des phénomènes qu'on voit dans les grandes entreprises, mais qu'on voit moins parce que les grandes organisations ont professionnalisé ces processus de veille. Donc, bien sûr, un niveau de complexité moindre, mais vraiment, on applique exactement ce même principe en se disant que ce n'est pas on va dire, la relation hiérarchique habituelle qui va solutionner une problématique de santé. Il faut l'acter, il faut la faire remonter et il faut travailler dessus en interdisciplinarité. Et ça vaut pour toute taille d'organisation. Alors, le rôle de l'encadrement dans ces processus, d'ailleurs, quelle que soit la taille de l'organisation, il est essentiel pour que ça se passe bien. C'est bien de se dire qu'en France, d'ailleurs, les encadrants sont les premiers à composer avec la santé au travail, avec les restrictions d'aptitude, par exemple, de salariés au sein de leurs équipes, et c'est les moins formés à ces questions. Donc, c'est bien de faire passer 3 messages. Le premier, c'est qu'on n'attend pas des encadrants qu'ils solutionnent ces situations. Au contraire, s'ils essayent de les solutionner dans la durée, on voit souvent des situations qui vont se dégrader et qui vont être soumises aux professionnels de soutien quand elles sont trop dégradées pour opérer un maintien dans l'emploi efficace. Le rôle de l'encadrant, c'est d'alerter, de protéger l'intégrité du salarié, et ensuite de se positionner par rapport aux impacts du travail. Moi, justement, on me demande souvent, est-ce qu'il y a des critères, des signaux faibles qui doivent alerter pour qu'un manager fasse remonter une info? Le manager, il n'est pas profileur, il n'est pas mentaliste.
sa seule zone de légitimité, c'est le travail. Donc, le seul critère qui doit alerter un encadrant, c'est un salarié ou un agent ne peut plus faire son travail correctement et de façon durable. J'insiste sur le côté durable, on n'est pas dans l'aigu. S'il y a un problème qui impacte le travail de façon durable, il y a de quoi s'inquiéter. Et si on voit que ce problème n'est pas lié à la compétence, eh ben on fait remonter, tout simplement. Donc, on reste dans sa zone de légitimité, à savoir l'impact sur le travail. Alors, un problème de santé peut être multifactoriel et pas que lié au poste, me dit-on. Absolument. Je prends le cas des maladies psychiques, par exemple, elles sont toutes multifactorielles. Par contre, là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'imputabilité. Mettons qu'une personne souffre d'une maladie chronique invalidante qui n'a rien à voir avec le travail. Ça a quand même des conséquences sur le collectif. L'exemple simple qu'on voit souvent, c'est l'absentéisme perlé. Quelqu'un qui a un gros pépin de santé qui va se mettre à s'absenter régulièrement de façon imprévue. Donc, quelle que soit l'origine de la pathologie, d'ailleurs la cause, ce n'est pas ce qui nous intéresse, elle a une incidence collective qui justifie qu'on s'y intéresse. Donc l'encadrant, il n'est pas là pour se dire est-ce que c'est lié au travail ou pas. L'encadrant, il est là pour réagir quand une situation a une incidence sur le travail, quelle qu'en soit la cause. Et il n'y a pas de débat là sur l'imputabilité. Le principe, c'est de se dire, si quelqu'un a un pépin de santé qui l'empêche de travailler, on mobilise des solutions de compensation du handicap. Par contre, ça implique d'outiller justement les encadrants. Quand je dis outiller, pas forcément besoin de former, on n'en fait pas des professionnels de santé, mais à minima de définir un rôle formel, dire voilà, il y a une responsabilité en matière de santé au travail, d'expliquer et de faire connaître les relais internes et de se mettre à la disposition des encadrants aussi pour qu'ils se sentent à l'aise pour échanger à propos d'une situation, parce que c'est humainement pas toujours facile justement de mettre les pieds dans le plat, d'aborder cette situation, et ça peut être le rôle des professionnels de soutien de la médecine du travail. Donc, j'insiste sur ce critère d'alerte, l'impact tangible et durable d'une situation sur le travail. Important de centraliser la situation aussi. Et puis, 3 impératifs déontologiques. Ce n'est pas un circuit de délation, c'est au contraire quelque chose qu'on met en œuvre au bénéfice de la personne, en impliquant la personne et en cherchant des solutions en faveur de la personne. Ce ne sont pas des processus qui sont faits pour écarter un problème. Un mot aussi sur la reconnaissance du handicap, qui est souvent une étape de ce parcours quand un handicap apparaît, parce que la reconnaissance du handicap, justement, détermine l'accès à des solutions de compensation, des solutions de formation, tout ce que proposent finalement les fonds collecteurs FIPHFP, AGFIP ou ETH ou autres. Alors, le processus de RQTH qui est justement soumis à la MDPH, il est relativement simple. C'est bien de rappeler que c'est une démarche individuelle et volontaire, pas définitive, qui dépend de la situation de travail, toujours dans cette approche environnementale. Moi, ce qui m'intéressait, au-delà du process RQTH proprement dit, qu'on peut retrouver facilement, qui est très documenté, c'est de revenir sur les freins à la reconnaissance du handicap. Pourquoi certaines personnes à qui pourtant on explique tous les intérêts de la reconnaissance du handicap, le fait d'avoir accès à des aides à la compensation, des aides à l'aménagement, des aides à la formation, finalement une protection, une sorte de filet de sécurité, parcours professionnel, ne souhaitent pas faire reconnaître un handicap. Et là, c'est important de se souvenir que la reconnaissance du handicap comporte des avantages, mais comporte aussi beaucoup d'inconvénients. J'aime pas d'ailleurs le terme de déni que j'entends souvent dans ces situations. Une personne qui ne veut pas faire une reconnaissance du handicap, elle a plein de bonnes raisons, justement. Il y a des raisons qui sont sous-tendues par l'identité. Quand on voit la représentation du groupe des personnes en situation de handicap, il y a des petites études là-dessus qui montrent qu'on a encore des perceptions catastrophiques de la notion de handicap. C'est tout à fait sain de ne pas vouloir spontanément rejoindre ce groupe. Ce n'est pas un simple acte administratif.
Il y a des questionnements aussi relatifs à la progression de carrière, au fait d'être discriminé. Il y a des idées reçues qu'il faut lever sur des éléments qui ont plutôt trait à la sphère privée. Le fait, par exemple, de ne pas obtenir un prêt ou le fait de voir ses assurances devenir plus chères. Là-dessus, je rappelle que certes, les prêts ou les assurances peuvent être liés à l'état de santé, mais l'état de santé reste le même, hein, qu'on fasse une reconnaissance du handicap ou pas. Le fait aussi qu'on ait vu autrement par ses proches, son collectif de travail, sa famille. Donc, c'est vraiment quelque chose, un processus qui va profondément affecter l'identité, le projet de vie de la personne, et c'est quelque chose qu'il faut voir dans une optique dynamique, progressive. Euh, donc la reconnaissance du handicap, pas au sens administratif cette fois, mais au sens psychosocial, c'est un processus impliquant qui doit mûrir, qui doit être accompagné. Et finalement, il ne faut pas être choqué que certaines personnes refusent d'emblée la reconnaissance du handicap. C'est intéressant de laisser maturer, de revenir à la charge et de prendre le temps de déconstruire ces freins, un par un, en discutant justement de façon assez ouverte. Alors, l'assurance peut refuser de couvrir pour les indépendants. Oui, tout à fait, mais cet état de fait ne change pas qu'on soit porteur d'une reconnaissance du handicap ou pas. En fait, c'est votre état de santé. Votre état de santé, c'est le même, hein, que vous soyez reconnu travailleur handicapé ou pas. Et justement, c'est cette confusion pour laquelle ça vaut le coup de communiquer. La RQTH ne change pas l'état de santé. Ce n'est pas la RQTH qui fait de vous quelqu'un de malade et qui change justement les critères d'attribution d'une assurance ou d'un prêt. Donc, pour dépasser ces freins à la reconnaissance, c'est intéressant de sortir du discours un peu positiviste où on explique uniquement les avantages. Et c'est bien de reprendre ensemble tous ces freins. Est-ce que je vais être discriminé? Peut-être. La question, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de discrimination, c'est de voir comment on peut la réduire. Est-ce que ça change mon projet de vie, la façon dont je me considère? Oui, de fait. Quand je fais reconnaître un handicap, c'est parce que je me projette vers un projet de vie différent. Donc, je prends le temps d'encaisser ça déjà et je prends le temps de maturer ce projet. Est-ce que je vais être vu autrement? Ça dépend. Je ne serai pas vu autrement si je m'approprie ma situation de handicap, que j'arrive à l'exprimer, que j'arrive à être à l'aise, ce qui n'est pas facile. Par contre, si je suis dans une situation ambivalente, que je suis quand même en difficulté, que ça a une conséquence sur mes collègues, sur le plan de charge du collectif, là, pour le coup, je risque d'être perçu comme une charge par mes collègues au bout d'un moment. Donc, c'est bien d'en parler aussi. Il y a un discours de vérité qui s'impose, et en ayant ce discours de vérité, on arrive à dépasser ces freins. Mais ces freins sont légitimes, ce n'est pas du déni. Donc, ce n'est pas un acte anodin, ça gagne à être accompagné pour se construire une identité qui reste positive, mais qui est cohérente avec son état de santé, finalement. Alors, je vois une petite question. Ah non, c'était une réaction. Très bien. Pour terminer, le dernier petit temps clé dont je voulais parler, c'est le retour à l'emploi. Alors, le retour à l'emploi, finalement, c'est un moment où tout ce dont on a discuté se met en œuvre. On retrouve les mêmes enjeux que l'intégration, on retrouve les mêmes enjeux que le maintien dans l'emploi. Donc, il y a un enjeu de co-construction, de reconstruire un équilibre de travail. Moi, j'aimais bien quand j'accompagnais des retours à l'emploi, justement, toujours travailler sur les contraintes, les contre-indications, accompagner la personne pour expliquer ses contraintes, ses contre-indications. Et ensuite, on se retrouve avec les collègues pour dire, voilà, moi, je ne peux plus faire ça. Comment on réorganise le travail autrement? C'est la base de ce qu'on appelle l'aménagement organisationnel. Et là, c'est un jeu d'intelligence collective. D'ailleurs, c'est rarement le tiers externe, le soi-disant expert qui trouve des solutions de compensation. C'est le collectif de travail dans une logique de transaction, justement. Ce n'est pas faire moins pour l'un et surcharger les autres. C'est répartir le travail autrement pour que les tâches contraignantes ne soient pas justement conservées par la personne qui est en situation de handicap.
On retrouve l'enjeu d'appropriation, du coup. La personne en situation de handicap doit être capable, lors de son retour à l'emploi, d'expliciter sa situation, et un enjeu d'intégration. Donc, ce sont les mêmes savoir-faire, finalement, qu'on va mobiliser à toutes les étapes du parcours professionnel. On peut ne pas dissocier ce continuum de l'entrée en emploi jusqu'au retour à l'emploi, jusqu'à la fin de la carrière. Partage aussi de bonnes pratiques. Partant de ce principe, moi j'ai travaillé avec des organisations qui ont fait le choix de se dire, plutôt que de faire des évaluations des contraintes au cas par cas, on fait une cartographie des contraintes de tous nos postes de travail. Comme ça, le paramètre santé, il est présent systématiquement. On met en place parallèlement des démarches de prévention de l'usure sur les postes les plus contraignants et on a sous le coude la cartographie des contraintes dès qu'un pépin de santé apparaît. Je trouve ça intéressant parce que finalement, le paramètre santé, contrainte du poste, ça devient une sorte, on va dire, d'incontournable tout au long du parcours professionnel. Je connais d'autres organisations avec qui j'ai travaillé où on a organisé justement des entretiens tous les 2 ans ou tous les 3 ans entre l'encadrant assisté par un professionnel de la prévention et ses salariés, justement au sein de son collectif de travail. C'est un entretien justement qui portait sur les contraintes. On sait que tous les 2 ans, on va faire une rencontre avec son encadrant pour faire le tour des contraintes du poste et voir s'il n'y a pas une contrainte qui pose un problème. En fait, il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent finalement de banaliser le discours autour de la santé au travail dans l'espace de travail. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est même un non-sens que le paramètre santé soit si absent et qu'on s'en préoccupe uniquement dans des situations qui posent de grandes difficultés. Ah tiens, je vois une petite remarque sur laquelle je vais m'arrêter à voir. La RQTH est différent de dire qu'on en a une, bien sûr. On n'est pas obligé de le dire d'ailleurs. Par contre, le fait de faire une RQTH est souvent motivé, alors soit par une reconversion professionnelle, quand on a été par exemple licencié pour inaptitude, et là pour le coup, on n'a pas forcément besoin de le dire, on entame une nouvelle page de sa vie. Par contre, dans le cas par exemple d'un retour à l'emploi ou d'un maintien dans l'emploi, il y a quand même un enjeu de transparence, alors pas sur le fait d'être RQTH ou pas, ça d'ailleurs, qu'on le dise ou pas, ça ne change pas grand-chose à la connaissance qu'a le collectif de travail de la situation de handicap. Par contre, faire une RQTH, c'est une démarche où on s'apprête à aménager son environnement de travail, donc à rendre sa situation de handicap visible aux autres. Et qu'on dise ou pas qu'on a une RQTH, il faut se préparer à parler de sa situation de handicap pour préserver l'équité au sein d'un collectif. L'enjeu, ce n'est pas tant l'acte administratif, je suis reconnu travailleur handicapé, c'est surtout d'être capable d'expliquer quelles sont les contraintes auxquelles on peut s'exposer ou non du fait de son état de santé. Et justement, ça m'amène à 2 règles d'or qui valent là aussi à toute étape du parcours professionnel. Toute solution de compensation qui repose sur un effort supplémentaire des collègues du collectif est vouée à l'échec à long terme. Alors, bien sûr, quand une situation est aiguë, on s'entraide et c'est très bien, c'est un mécanisme de solidarité, mais la compensation de handicap ne doit pas reposer sur un mécanisme de solidarité. Quand on est sur le long terme, on répartit le travail autrement, et si certaines tâches ne sont pas effectuées, elles doivent être compensées par d'autres tâches. Avec une deuxième règle d'or qui découle de la première, toute différence tangible doit être expliquée et justifiée. Si j'ai des horaires différents, si j'ai un matériel différent, si je n'effectue pas certaines tâches, je dois être capable de dire que c'est parce que certaines contraintes posent problème au regard de mon état de santé. Si on n'est pas à l'aise avec ça, si ce n'est pas dit, ça a créé une rupture d'équité au sein du collectif de travail et ces situations, malheureusement, peuvent mal se terminer. Pour conclure, j'arrive au terme de ce webinaire. Moi, je voulais conclure sur cet enjeu de créer des organisations plus inclusives et de changer le regard sur le handicap à travers justement le discours. En conclusion, il s'agit de remettre un petit peu en débat plusieurs grands principes.
Déjà, changer de regard sur le paramètre santé au travail. En faisant un pas de côté, on se rend compte que notre conception du travail, des parcours professionnels, elle est pensée comme si nous allions être en bonne santé tout au long de notre parcours professionnel, de 42 ans aujourd'hui, euh, sans que ce parcours professionnel s'accidente. Et on considère justement comme un accident, comme un imprévu, l'apparition d'une situation de handicap. Les faits sont tout autres. 14% des actifs sont en permanence en situation de handicap, sous de restrictions d'aptitude importantes, même s'ils sont très peu d'entre eux sont reconnus au sens administratif. La moitié des actifs vont déclarer une situation de handicap au cours de leur carrière. Donc la normalité, ce n'est pas l'absence de problèmes de santé, c'est la présence des problèmes de santé. Ce n'est pas grave. On est une société d'actifs qui est vieillissant. Le taux de restriction d'aptitude, d'ailleurs, augmente malgré les progrès de la prévention parce que la pyramide des âges, justement, augmente et parce que la durée de la vie au travail s'allonge. Donc, c'est un non-sens que de faire penser des organisations du travail où le paramètre santé est absent. Au contraire, c'est tout à fait logique au sein d'un collectif de travail d'apprendre à composer avec des restrictions d'aptitude, d'apprendre à mettre en débat ces questions de contrainte et de contre-indication. Il y aura fatalement, forcément, à un moment donné, un collègue, à un moment donné, qui aura des pépins de santé. Et c'est intéressant de développer cette plasticité collective. De dire, voilà, c'est un paramètre avec lequel on compose, comme on s'adapte à d'autres paramètres qui sont prévisibles. Donc, c'est une compétence aussi collective. Ce n'est pas les professionnels de la compensation du handicap qui peuvent compenser le handicap. Nous, on peut seulement apporter des billes au niveau de l'évaluation fonctionnelle des contre-indications. La partie contrainte, c'est la responsabilité du collectif. C'est intéressant aussi de sensibiliser au handicap dans sa complexité. Comme on a pu le voir au début, quand on partage justement cette approche basée sur les contraintes, les contre-indications, les 5 grandes familles de handicap très simplistes, elles perdent un peu leur sens. Finalement, ce n'est pas ça qui va nous renseigner sur la complexité des situations de handicap. C'est intéressant de sensibiliser à ces notions de contrainte, de contre-indication, d'apporter de l'information aussi sur des situations de handicap beaucoup plus prévalentes et dont on parle peu. Je pense notamment à la maladie psychique, aux maladies invalidantes. Et d'avoir un discours de vérité où on ne nie pas les difficultés liées à une situation de handicap, qui ne sont pas d'ailleurs liées aux personnes en situation de handicap, qui sont liées à nos organisations aussi, qui tolèrent mal ce paramètre santé. C'est important ensuite de garder en tête un principe, une solution de compensation du handicap. C'est un peu comme la RQTH, c'est quelque chose qui se construit progressivement. On va tester des choses, on va peut-être sous-estimer une contrainte, sous-estimer une contre-indication. Ça va peut-être pas marcher au début et ça n'est pas grave. On se donne le droit de tâtonner et on fiabilise les solutions de compensation progressivement, en les évaluant régulièrement, en voyant si elles fonctionnent. Mais ce n'est pas un acte ponctuel qu'on va poser à un moment donné et qui va fonctionner tout de suite. Donc le fait qu'une solution de compensation à un instant T dysfonctionne n'est pas un échec, c'est une étape dans un processus de fiabilisation. La question des préjugés ensuite, on peut faire un parallèle avec la question des violences sexistes qui est extrêmement importante. On le voit du fait d'une évolution dans les représentations et d'un mouvement sociétal sans précédent. Ce qui était toléré par le passé ne l'est plus aujourd'hui et c'est très bien. Aujourd'hui, on ne tolère pas, par exemple, des remarques sexistes qu'on banalisait par le passé. On peut faire un parallèle avec le handicap, justement ce regard soit charitable, soit il y a aussi des personnes qui portent un regard négatif sur les situations de handicap, parfois méprisant, parfois discriminant, ne doivent pas être tolérés. On doit opposer une tolérance zéro justement face à ces préjugés. Par contre, cette tolérance zéro vis-à-vis des personnes mal intentionnées ne doit pas nous empêcher d'être maladroits. Il y a plein de situations qui sont un petit peu compliquées et à un moment donné, comme on le disait par exemple pour les managers qui doivent se confronter à un moment donné à une situation de handicap qui apparaît, il faut mettre les pieds dans le plat
et parfois on est maladroit. Et c'est intéressant d'être bienveillant vis-à-vis de cette maladresse, le temps qu'on développe une compétence collective pour apprendre à mieux parler du handicap. Donc, c'est intéressant de dissocier ce qui est de l'ordre du préjugé et de la méchanceté, hein, appelons un chat, et ce qui est de l'ordre de la maladresse et qui peut empêcher de s'exprimer. Donc, quand on partage ça, c'est bien de dire, voilà, on a le droit de dire des conneries, on peut être maladroit, tant qu'on est bien intentionné, qu'on est dans la recherche de solutions. Ce discours doit être tenu pour rassurer et pour ne pas générer de mécanismes d'autocensure ou par peur de la maladresse, on ne parle pas du handicap et on laisse des situations se dégrader. Et enfin, encourager la confrontation, c'est ce dont on parlait quand on parlait par exemple de tutorat. La compensation de handicap n'est pas non plus un acte où on s'interpose entre une personne en situation de handicap et son collectif. La confrontation, c'est la co-construction de solutions, mais c'est aussi parfois des situations tendues. Mais comme il y en a dans le travail, justement, qui ne sont pas forcément liées à des problématiques de santé, confrontation, ça ne veut pas dire absence d'arbitrage, mais ça veut dire donner tous les outils pour que les personnes interagissent de la façon la plus naturelle possible, avec une exigence aussi de travail qualitatif au même titre que pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Ces principes permettent finalement, toujours dans cette perspective un petit peu pragmatique, de construire des organisations du travail qui, j'en suis persuadé, sont plus humanistes dans la mesure où elles intègrent enfin ce paramètre santé au travail de façon réaliste. Ainsi s'achève ce webinaire sur la question du handicap en mots. J'espère que ces quelques éléments, ces quelques retours sur expérience vous seront utiles. Je vous remercie beaucoup de votre participation. S'il y a quelques questions résiduelles, j'y répondrai avec plaisir. Et bien entendu, le lien de replay vous sera transmis par mail. Un grand merci.